l'association Fab Lab, donc qui est représentée aujourd'hui par Léa et Yacine. Donc déjà, je vais peut-être vous laisser vous présenter, Léa et Yacine, vous laisser dire un petit coucou à notre public et dire des petits mots déjà ce que vous faites dans l'association. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Ça marche. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Léa Oriol, et je suis une des cofondatrices de l'association. C'est Léa. Et moi, c'est Yacine, je suis Fab Manager, donc je m'occupe de la conception et de la fabrication des dispositifs numériques qu'on fabrique. Donc, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais c'est un petit avant-goût. Bon, je crois qu'on a hâte de les voir en détail. Et je pense que déjà le public doit déjà se demander ce que c'est qu'un Fab Manager. Donc, je pense que tu vas avoir l'occasion de nous expliquer ça assez rapidement. Et, et du coup, peut-être Léa, tu peux nous dire un peu ce que c'est le Fab Lab, justement. Donc, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, déjà, qu'est-ce que vous faites dans les grandes lignes, et après, on rentrera dans les détails. Dans les grandes lignes, on est une association qui a été créée en 2018, et on crée des ressources de médiation vers la lecture, l'écriture et les langues. Et ensuite, ces ressources, on les utilise, nous, dans nos ateliers et dans des formations qu'on anime nous-mêmes. Et on cherche aussi à les diffuser à d'autres structures pour qu'elles puissent les utiliser auprès dans leurs associations, dans leurs chantiers d'insertion, etc. Et on s'appelle Fab Lab. C'est un jeu de mots à partir des Fab Labs, donc Yacine pourra vous expliquer, mais c'est des lieux de fabrication, notamment à l'aide de machines à commande numérique, donc pour fabriquer de manière un peu différente des objets, des dispositifs, comme vous présentera Yacine. Et nous, en fait, ces machines et toute notre fabrication, elle est vraiment dédiée à la lecture et à l'écriture. Et on a 2 antennes associatives, une en Seine-Saint-Denis, au nord de Paris, dans une petite île qui s'appelle l'île Saint-Denis, et une seconde antenne dans un tout petit village aussi qui s'appelle Chavagnac-Lafayette, et ça c'est en Haute-Loire, donc, un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ok. Et vous êtes combien dans votre équipe du Fab Lab? On est une équipe de 6 personnes. Après, notre CA est composé de 5 personnes, et on a quelques bénévoles fidèles depuis la création de l'asso. Ok. Ok. Alors, du coup, désolé, on fait un peu en même temps le direct. Parce que François dit qu'il y a un ou deux petits soucis techniques. Donc, juste dans le chat, si vous avez un ou deux soucis, dites-nous. Et François va vous aider aussi au cas où. Alors, tac, du coup, alors, merci. Et du coup, la, oui, excusez-moi, du coup, c'est François, il m'a juste envoyé un message en même temps. Et du coup, qu'est-ce que vous a donné en fait cette envie de lancer ce projet du Fab Lab, hein? D'où vient l'idée initiale en fait, ou les idées, parce que vu que le projet est assez large. Et en fait, les idées viennent des personnes, et surtout des passions des personnes qui étaient là au départ. On était un petit groupe avec globalement passionnés de questions autour de littérature, de langue, de numérique aussi. Et, en fait, on se rendait compte que ces passions, notamment celles autour de la lecture et de l'écriture, pour nous, c'est des passions vraiment émancipatrices. Et on sait que pour beaucoup de personnes, c'est juste des freins dans un parcours de vie personnel ou professionnel, et que c'est pas évident l'accès à la lecture et à l'écriture, et qu'il y a plein d'enjeux autour de ça. Et donc, c'est parti de là. Et
et voilà. Et après, je sais pas, il y a des gens comme Yacine qui sont rentrés très vite et ça fait basculer le projet parce que quand on discute avec Yacine, il y a 1000 idées de dispositifs rigolos à faire pour faciliter l'accès à la lecture et à l'écriture et voilà comment ça s'est construit, quoi. Ok. Ça, du coup, oui, au fur et à mesure, en fait, le projet il s'est construit vraiment au fil des rencontres, en fait. Il y a eu d'abord cette envie de transmettre et de faire découvrir autour de la littérature. Et en fait, le côté Fab Lab, il est arrivé un peu plus tard alors Il n'est pas arrivé plus tard, enfin Yacine, je te laisserai le raconter, il n'est pas arrivé plus tard parce qu'on a toujours voulu justement enfin, la lecture, l'écriture, c'est des choses assez intangibles et nous, on pensait que la rendre plus accessible, c'était aussi contribuer à la rendre plus concrète, par exemple en fabriquant des livres, enfin, en écrivant l'histoire et en fabriquant le support livre à la fin pour casser un peu le côté effrayant de l'objet livre. Mais disons qu'après, oui, ça prend d'autres dimensions en fonction des gens qui arrivent et notamment au niveau de tout ce qu'on peut faire avec les compétences de personnes comme Yacine. Ouais, ça change le projet. Je ne sais pas si Yacine, tu veux dire un mot? Ce que je veux dire, c'est que dans l'action, on est 6 du coup, et que dans un peu chaque projet, il y a un peu de nos passions, nos personnalités, de nos compétences. Et donc, on peut retrouver ça dans les objets qu'on fabrique ou dans nos visuels ou dans comment on conçoit nos parcours ou nos objets. Donc, je sais pas qu'est-ce que je peux ajouter de plus, mais je pense que quand on va parler des projets, on verra plus en détail nos, nos préférences et pourquoi on a fait ça comme ça. Et du coup, dans le Fab Lab, vous pouvez nous décrire un peu comment est le lieu en fait? Il y a plusieurs salles alors, ou il y a une salle de production, il y a une salle où il y a des ateliers. Et vous accueillez du public alors, ou comment ça se passe? En fait, on se voit plutôt comme un labo, plutôt qu'un Fab Lab vraiment. En fait, notre Fab Lab, c'est pas un Fab Lab ouvert, mais c'est plus il est plus ouvert sur les ateliers qu'on fait et sur comment on intègre, comment on fait participer les gens à nos productions. Et nos machines, elles sont pas vraiment accessibles comme ça publiquement. Voilà. Donc on a une découpeuse laser, on a une découpeuse vinyle, qu'on appelle aussi un plotter. On a aussi une imprimante 3D. Et donc on utilise ces machines pour tous nos dispositifs. Mais on le fait plus, voilà, c'est pas vraiment ouvert pour l'instant. Peut-être dans le futur et quand on aura plus de place. Mais voilà comment ça fonctionne. Et, En fait, on est à l'île Saint-Denis. Nos bureaux, ils sont au sein d'un espace partagé qui s'appelle le Phare. Et donc, il y a tout plein d'autres associations autour de l'économie sociale et solidaire. Et donc, nous, on a un bureau dans ce local-là. Et après, il y a plein d'espaces communs où, en effet, on peut animer des ateliers. Ok. Parce que justement, alors, vous pouvez dire un peu plus sur les ateliers peut-être aux personnes qui nous écoutent. Vous faites notamment des choses autour de l'apprentissage des langues, c'est bien ça? Oui, en fait, c'est une des premières. Finalement, c'est une des premières actions qu'on a menées autour de l'apprentissage des langues. Alors, il y a un atelier dont on aimerait parler qui s'appelle 100 mots. Enfin, c'est un projet plutôt. Et l'apprentissage des langues, il est bon. Enfin, il y avait des gens dans l'asso qui étaient passionnés de langues ou d'autres qui avaient la chance d'être plurilingues. Et donc c'est parti un peu de là, mais c'est aussi parti de juste notre territoire d'implantation. En Seine-Saint-Denis, il y a plein de langues qui circulent. Il y a aussi un enjeu autour de l'apprentissage du français. Et donc, nous, on souhaitait pouvoir contribuer
au départ à la valorisation justement de toutes ces langues qui sont un peu invisibilisées. Mais après, l'expérience et les rencontres et nos histoires personnelles, tout ça, ont fait qu'on s'est mis à développer une collection d'imagiers pour adultes. Donc les imagiers, c'est des livres de vocabulaire illustré. J'en ai plein là. J'ai toute la collection. C'est des livres de vocabulaire illustré. C'est assez. Enfin, le concept est simple, c'est que on a un mot associé à une image et aussi une prononciation. Et en fait, pour les adultes, enfin ça c'est une super manière d'apprendre du vocabulaire. Mais c'est pour les adultes, ça n'existe quasiment pas. Enfin, on a cherché des ressources comme ça au format papier et même sur Internet. Et c'est pas, il y a des choses, mais on trouvait que c'était pas au niveau de ce qu'on pouvait offrir aux gens qui apprennent du vocabulaire. Du coup, on a créé notre propre collection d'imagiers autour de vocabulaire vraiment tourné vers les adultes. Donc, ça peut être des thèmes comme la santé, les aliments, les loisirs, le travail. Et il peut aussi y avoir des thèmes professionnels. On a travaillé sur le BTP, par exemple, sur la petite enfance aussi. En fait, pour construire ces imagiers, on mène des ateliers. Toujours en partenariat avec d'autres structures. Et en fait, les grandes étapes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on va commencer par choisir les mots, parce que dans chaque imagier, il y a 100 mots à peu près. Et donc, on a un gros travail autour du choix des mots. Donc, par exemple, celui de la santé, on est allé dans des maisons de santé, dans des hôpitaux, dans des foyers, enfin dans plein d'endroits pour essayer de voir quels étaient vraiment les 100 mots un peu importants, basiques sur ce thème. Et c'était déjà un gros travail. C'est super intéressant parce que c'est un peu à mi-chemin de la recherche en fait. On a fait de l'observation, des entretiens. Donc c'est super. Et ensuite on a des ateliers qui avant le Covid étaient des gros ateliers collectifs et festifs avec plein de monde. Qui maintenant sont toujours collectifs et festifs, mais par sas de 10 personnes. Et donc pendant ces ateliers, en fait, les 100 mots qui ont été choisis au préalable sont illustrés et aussi traduits dans plein de langues. Donc ça, c'est un gros, ça fait partie de nos gros projets qu'on fait autour des langues. Et ce qui est super chouette avec les imagiers, c'est que nous, on a une grosse demande pour l'apprentissage de la langue française, mais en fait, c'est des supports, comme c'est des mots et illustrés qui peuvent être facilement traduits. Donc, en fait, on peut en faire dans plein de langues, ce qui met aussi un peu les langues à égalité. Et c'est pas tout le temps le cas. Et voilà, autour des ateliers. Je sais pas, Yacine, si tu veux compléter. Non, j'ai rien à rajouter de particulier là-dessus. J'avais une question, dont plusieurs certainement, mais la première, c'est oui, les personnes, par exemple, si on souhaite acheter un de ces ouvrages, il est uniquement disponible au Fab Lab, ou alors vous proposez les ressources en ligne, ou bien c'est revendu ou proposé gratuitement dans des associations? Parce que le projet, justement, il est vraiment super intéressant. Du coup, si on veut s'en procurer, par exemple, comment on fait? Alors, on est très mauvais vendeurs, mais on les vend quand même à un petit prix qu'on estime à un prix associatif. Chaque bouquin coûte 5,90 €. Et donc, vous pouvez nous envoyer un mail. un jour, on s'améliorera là-dessus. Mais après, on a tout un volet numérique et ça, Yacine, peut-être que tu peux raconter un peu plus pour la mise à disposition justement d'une partie des ressources. Parce que avant qu'on passe, excusez-moi, juste Yacine et Léa, parce que avant qu'on passe sur justement le volet ressources, parce que je m'étais noté que vous aviez une partie liée à ce projet qui est liée à l'impression à la demande, hein.
si j'ai bien compris. En fait, on a un projet qui s'appelle Asimo. Donc en Ok. fait, il vient d'où? C'est qu'on fait pas mal d'ateliers dans les médiathèques ou dans des zones de quartier. Et en fait, on trouve ça pas mal qu'à la fin des ateliers, les gens repartent avec quelque chose de concret, donc un livre ou un livret. Et en fait, on a imaginé une machine qui permet d'imprimer ces livres à l'unité. Et aussi, accessoirement, si on voudrait, par exemple, si on veut un bouquin dans une langue qui est rare ou pas éditée, et ben on puisse imprimer une seule unité. Par exemple, nos imagiers, si on a une version d'une langue, je sais pas, les aliments, si on l'a en ouzbek et qu'il y a une personne qui est prête à traduire en ouzbek et qui veut repartir avec, et ben, qu'elle puisse l'imprimer avec notre machine à ciment. Voilà. C'est l'objectif. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que j'ai j'avais vu que vous aviez quelques vidéos sur YouTube et du coup, avec François, on les avait préparées. Donc, François, tu peux peut-être remontrer la vidéo du, Alors, du Laurent, projet en fait, j'ai perdu mes notes. il y a plusieurs De versions. Asimo. Oui, il y a plusieurs versions de la Simo, donc je sais pas Ah, quelle vidéo exactement tu as. alors, c'était sur votre chaîne YouTube. Ok, d'accord. En trouvant les mots pour bien se raconter, on ne reste pas à la place que C'est la OK pour société toi, nous a François? assignée, et c'est une source d'émancipation aussi de valorisation des gens. Si c'était sur YouTube, je pense que c'était vraiment les prémices de la machine. Ah. Mais c'est bien quand même. François? Alors, du coup, on va vous mettre sur le chat la vidéo. Je te l'ai mis, François, sur le chat. Parce que, mais du coup, au fur et à mesure, ce projet, il a aussi évolué techniquement, alors, Yacine? C'est ça, là c'est l'une des toutes premières versions qu'il y a sur En notre chaîne trouvant les YouTube. mots pour bien se raconter. Donc là, il me semble que oui, il y a 2 moteurs et la version qu'on a actuellement, elle en a 14, donc c'est Ah beaucoup oui. plus conséquent. Voilà. Et donc là, elle est pas pleinement, elle demande encore à être fiabilisée et à être ajustée. Et on l'a pas vraiment utilisée dans le cadre d'ateliers et on est encore en phase de test. Mais une bonne partie du projet a été fait. Elle demande à être fiabilisée pour l'instant. La- Ok. Parce que du coup, je vous ai coupé aussi sur l'aspect des ressources. Parce qu'au fur et à mesure, on va certainement aussi en parler pas mal de l'aspect ressources, mais vous vouliez déjà dire un petit mot là-dessus, Yacine, par rapport aux Euh, ressources? Là, tu veux que je parle de la BDP? C'est possible? Ouais, Oui. Du coup, comme elle a dit là, en fait, on fait pas mal d'ateliers autour de 1000 mots, donc il y a beaucoup de ressources. Des gens, il y a beaucoup d'illustrations qui sont produites dans le cadre des ateliers. Il y a beaucoup de traductions, il y a beaucoup d'enregistrements qui sont pris. Et pour l'instant, c'était des ressources qu'on avait en interne. Et en fait, on a voulu les ouvrir pour que n'importe qui puisse y accéder, les réutiliser. Donc, le site, c'est bdp.fable-du-6-du-milieu lab.com. Donc, le projet, c'est BDP. Donc, c'est la base de données partagée de Fable Lab. Et donc, vous pouvez y aller dessus, c'est public. Et en fait, à l'heure du jour, il y a, alors je vous dis exactement, il y a 1123 ressources qui sont partagées. Donc, principalement des images et des enregistrements. Donc, on est encore loin d'avoir mis toutes les ressources qu'on a en interne à Fable Lab. On n'a pas mis de traduction pour l'instant. Donc là, c'est principalement des images et des enregistrements en français. Voilà. Donc, n'importe qui peut y accéder et peut le réutiliser.
La licence va être libre. Pour l'instant, on n'a pas encore choisi la licence exacte, mais ça va être une licence Creative Commons. Et voilà, donc c'est un projet qu'on développe. Pour l'instant, il n'est pas. On est censé faire l'ouverture publique en septembre, mais on peut tout à fait commencer à consulter et à prendre des ressources. Donc voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter d'autre. Et du coup, il y a un moteur de recherche qui permet de sélectionner les ressources qu'on veut. Si on veut des images, des sons, on peut faire des recherches par thème, on peut faire des recherches par langue. Voilà. Donc c'est moi qui développe le site. Il est aussi, le code source du site est aussi public, donc il est sur notre page GitHub, le dépôt est public aussi. Donc ça aussi, vous pouvez y accéder de manière libre. Et quel est l'objectif alors exactement de la base de données partagée par rapport, c'est plus un objectif, on va dire, d'apprentissage des langues, ou c'est plutôt un objectif un peu comme Wikipédia, de vraiment de référencement de ressources? Il est multiple. On peut imaginer que, par exemple, une professeure de FLE, elle ait besoin de ressources d'images pour illustrer ses exercices. On peut imaginer vraiment plein de cas, plein de scénarios. On peut imaginer qu'une personne ait besoin d'enregistrement parce que c'est sa manière d'apprendre. Il faut qu'elle entende, il faut qu'elle ait une mémorisation sonore. Voilà, donc il y a vraiment plein de cas d'usage possibles, mais je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Léa, mais en fait, on a essayé d'imaginer la chose la plus ouverte possible et elle est ouverte à tous les scénarios. Ouais, c'est ça vraiment l'idée de départ, c'était de dire qu'on avait des ressources en plus qui avaient été conçues par le collectif et que c'était intéressant qu'elles retournent au collectif. Et, et en fait, il y a plein d'usages et même, enfin, il y en a d'autres au-delà de l'apprentissage des langues, c'est-à-dire que par exemple, on se rend compte que nos imagiers, certains sur la santé, le travail, même les loisirs, ils sont utilisés par des travailleurs sociaux ou des médiateurs sociaux pour échanger avec des personnes qui ont un petit niveau de français et pour échanger au quotidien en fait. Et on sait qu'une base de données comme ça, avec plein de mots illustrés qui sont difficiles sinon à trouver. Sinon, il y a plein de partenaires à nous qui nous disent qu'ils dessinent sur un petit carnet au fur et à mesure qu'ils parlent avec les gens. Et c'est super, et c'est un super mode de médiation. Mais du coup, nous, on pense que ça peut aussi être utile qu'on partage nos dessins et nos traductions. Et aussi, Yacine, t'en as pas parlé, mais il y a l'idée de pouvoir, que les gens, le grand public, puissent en fait ajouter des données. Donc en fait, Laurent, je ne sais pas si vous parlez d'autres langues, mais vous pourriez remplir, partager vos langues avec la communauté, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. En fait, c'est partagé dans les deux sens, c'est-à-dire tout le monde peut accéder et télécharger des ressources, mais on peut aussi organiser des campagnes participatives autour de vocabulaire et les gens peuvent nous envoyer des traductions, des enregistrements. Donc, imaginons il y a des langues dans lesquelles c'est très dur d'avoir des ressources. Et nous, on peut lancer des campagnes participatives et les gens peuvent nous envoyer du vocabulaire en abkhaz ou en swahili ou je sais pas les langues. Je connais pas les langues dans lesquelles on manque de vocabulaire ou de ressources. Mais voilà, il y a la possibilité de aussi avoir des campagnes pour que nous aussi on puisse avoir ces ressources et les repartager derrière. Parce qu'il y a pas mal de structures qui ont ces ressources, ces connaissances, ces compétences, mais pas forcément les outils pour les partager. Et avec la BDP, on a cette possibilité-là. Donc en fait, c'est vraiment finalement, c'est un des projets structurants de votre association, en fait, la base de données partagée. Il fait vraiment, c'est un peu ce qui fait le trait d'union entre vos ateliers vraiment physiques et le côté un peu plus virtuel alors. Donc ça me semble être un projet tellement gigantesque et vraiment passionnant. Ouais, oui, non, vas-y, Yacine. Non, mais vas-y, là, je voulais te passer la parole.
Bah, en fait, au fur et à mesure qu'on le crée, on se rend compte à quel point c'est structurant. Ouais. Et en fait, c'est un genre de fil rouge parce que on veut aussi là, enfin, il n'y a pas que des fichiers d'images ou de sons qu'on aimerait mettre. On aimerait aussi pouvoir partager avec cet outil-là ou d'autres outils, des déroulés d'ateliers, par exemple. Enfin, il y a plein de choses mais on pourra en parler. On pourra en parler un peu plus tard. Mais oui, c'est structurant. Mais- Tu peux en parler maintenant, Léa, par rapport aux ateliers. Vas-y, Yacine. Mais en fait, le projet vraiment structurant, c'est plutôt 1000 mots. Et 1000 mots, c'est vraiment toutes les ressources qu'on a autour du vocabulaire et la manière dont on développe des dispositifs pour apprendre ce vocabulaire ou partager ce vocabulaire. Et la base de données partagée, elle rentre dans le cadre de 1000 mots. Je sais pas si c'est clair, mais en fait, 1000 mots, c'est vraiment tout l'axe autour du vocabulaire. Et justement, on imagine plein de dispositifs pour pouvoir accéder et partager ce vocabulaire. Donc, que ce soit des ateliers, des dispositifs physiques ou une base de données en ligne. Et, Léa, par exemple, vous pourriez nous expliquer un peu comment ça se passe, un atelier type au Fab Lab? C'est-à-dire quand les personnes viennent au Fab Lab, qu'au- qu'est-ce qu'ils y font en fait? Comment ça se déroule? Eh bien, en fait, on a vraiment plein de types d'ateliers différents. Mais nos gros projets, donc c'est 100 mots, 1000 mots, donc ce qu'on vous a présenté tout à l'heure. On a aussi des ateliers de valorisation de parcours. Donc là, c'est des ateliers plutôt à visée d'insertion professionnelle. Et c'est en fait, pour mettre en récit son parcours professionnel. Donc les gens qui viennent à nos ateliers, on a travaillé par exemple avec des chantiers d'insertion dans le textile. Et c'était une formation sur plusieurs journées et les gens venaient au départ dans nos ateliers et là, en l'occurrence, c'était des femmes qui avaient un petit niveau de français. Donc, au départ, quand on leur demandait ce qu'elles faisaient, elles pouvaient juste, enfin, elles nous disaient, bah, je suis couturière dans tel chantier d'insertion et je fais ci, ça. Mais c'était très technique. Et en fait, à la fin, de ces ateliers-là, on a fait tout un travail pour mettre en récit, pour raconter une histoire, raconter son parcours comme une histoire, en partant déjà de vocabulaire technique, parce que finalement, bon, dans la couture, il y a plein de vocabulaire technique. On a fait des affiches comme ça avec les femmes, en l'occurrence. Je ne sais pas si on voit grand-chose, mais on a essayé de lister les mots qui étaient importants, puis on les a dessinés. Et en fait, ces affiches, ensuite, elles sont à disposition dans les ateliers pour que les gens puissent s'y raccrocher au quotidien. Et donc, on partait de ce vocabulaire technique-là pour ensuite ajouter des compétences. Donc, par exemple, on a les ciseaux électriques et les ciseaux électriques, c'est associé à des compétences. Ça va raconter une histoire sur quel type d'objet on peut fabriquer en associant ses compétences, ses outils, tout ça. On cherchait aussi à faire émerger la passion que ces femmes mettent à leur métier et d'où elle vient. Donc, on avait plein d'histoires d'enfance mignonnes. Et en fait, à la fin, chaque personne est repartie avec une belle histoire qui montre à quel point leur projet, leur parcours, il est cohérent, même si il n'est pas linéaire. Parce que, en fait, je m'embrouille un peu, mais la valorisation de parcours, c'est vraiment né du fait qu'il y a une minorité de personnes qui ont accédé à des cours en fait pour juste se raconter bien dans certaines écoles notamment. Et en fait, ensuite, il y a plein de gens qui ont du mal à parler de soi. Et encore plus quand le français c'est un obstacle, encore plus quand son parcours il est pas formel, par exemple quand on a appris des choses de manière informelle, enfin dans sa vie quotidienne, et ben après c'est difficile quand ça n'a pas été validé par un diplôme de s'autoriser à dire bah moi je sais faire ça, j'ai telle compétence. Aussi quand on a eu des trous dans son parcours, enfin tout ça ça fait que on a du mal à se raconter et nous ce qu'on cherche à faire c'est raconter une histoire
qui est la vraie histoire des gens et qui est cohérente et intéressante et qui va attirer, en l'occurrence, là, c'était des recruteurs, par exemple. Donc, c'est des histoires qui sont bien mieux racontées que celles que je viens de vous raconter. Mais donc, ça c'est un exemple. Et donc, on cherche toujours à ce que les gens puissent repartir avec quelque chose qui matérialise ce qui s'est passé dans l'atelier. Donc là, pendant cette formation, on a fait des affiches autour du vocabulaire technique. Et on a aussi fait un podcast avec les histoires de ces femmes. Et donc ça, c'est des supports qui peuvent leur être utiles à elles, mais aussi être utiles à d'autres personnes qui ont envie de travailler dans la couture, par exemple. Donc ça, c'est pour la valorisation de parcours. C'est un autre gros morceau donc, de ce qu'on fait. Et après, on a aussi des ateliers... on a pas mal d'ateliers qui mêlent l'écriture et le numérique, qu'on fait par exemple en médiathèque ou dans des lieux, des structures socioculturelles. Et là, c'est plutôt des ateliers courts, mais on va chercher à faire un peu d'écriture et à concrétiser cette écriture dans un support. Donc ça peut être un livre pop-up, ça peut être un livret, ça peut être un podcast aussi, une boîte à histoire. Enfin, c'est toujours pour garder des traces. C'est vraiment important pour nous de créer des objets. Et juste une petite question sur vos publics. Par exemple, et généralement, ils viennent en fait des associations du quartier, en fait. Vous travaillez pas mal, c'est plutôt par exemple des associations autour de Pôle emploi, autour de vraiment des associations du quartier du coup, qui viennent vers vous, ou comment ça marche en fait? D'où vient votre public? Alors, on travaille beaucoup avec des cours de français. On travaille beaucoup avec des chantiers d'insertion, avec aussi des médiathèques, des bibliothèques. Et en effet, c'est assez local. Enfin, pour l'instant, donc on a 2 antennes en Seine-Saint-Denis et en Haute-Loire. On travaille aussi avec des structures d'hébergement. Et c'est des structures à l'échelle de ces départements. Et vous avez évoqué effectivement aussi tout l'aspect, on va dire, l'importance de laisser une trace, d'avoir vraiment d'avoir vraiment aussi des objets ou quelque chose de concret à l'issue des ateliers et des rencontres. Vous, c'est quelque chose qui est pas du tout courant. Donc, la première fois qu'on a discuté ensemble, qu'on a préparé l'émission, j'étais assez étonné, donc positivement étonné par ce que vous faisiez dans ce domaine. Et du coup, je me demandais juste comment vous est venue l'idée justement d'accompagner de chaque atelier, de mélanger vraiment l'aspect écriture et création on va dire, d'objets un peu plus concrets. Je crois que c'est parti du livre, en fait. Du livre qui est un objet vraiment sacralisé un peu. Et parce que, enfin, il y a des personnes qui, avant de créer Fable Lab, voulaient ouvrir une librairie en Seine-Saint-Denis. Et en fait, il y avait tout. Enfin, on a eu plein de questions parce que quand on discutait avec des libraires, il y avait, on avait l'impression que c'était des gens amoureux des livres. Et aussi, les libraires, c'est des commerçants, mais que la question de l'accessibilité au plus grand nombre était pas toujours, en tout cas, nous, les gens avec qui on a échangé, n'étaient pas toujours au cœur des préoccupations. Mais je ne fais pas du tout une généralité. Et du coup, nous, cet objet libre, on se disait, en fait, il est impressionnant. Et pour le faire descendre un peu de son piédestal, on va le fabriquer. Et on va faire des ateliers d'écriture, mais à la fin, on va vraiment fabriquer un livre de A à Z pour montrer que, en fait, un bouquin,
c'est des pages avec des mots dessus et une reliure et une couverture. Et en fait, c'est accessible, quoi. On peut écrire un bouquin, et d'où l'intérêt après, l'intérêt d'avoir travaillé sur la CIMO, qui est un projet qui nous tient à cœur et qu'on va continuer à mener. C'est qu'on peut faire assez simplement assez simplement, non, la CIMO, c'est clairement pas simple, mais je veux dire, on peut en fait, on peut toucher du doigt, c'est de la fabrication d'un bouquin, quoi, de A à Z. Et du coup, parce que juste moi, il y a un petit projet que j'aimais bien aussi, vous en avez tellement, mais vous avez aussi un petit jeu de memory pour l'apprentissage des langues, hein, que je trouvais sympa. Et vous pouvez me rappeler le nom? Ouais, ça s'appelle Mémo. Et en fait, alors ça, c'est un peu, c'est super mignon, et c'est un peu le futur ancêtre de la base de données partagée. Parce que justement, avec la base de données partagée, on pourra aussi générer plus facilement des exercices. Mais Mémo, c'est juste que pareil, on avait plein d'illustrations et plein de langues. Et du coup, c'est un jeu de memory entre bilingues. Donc en fait, on va avoir tous les mots, par exemple, de la ville, et il va falloir retourner la carte. Enfin, je sais pas, mais je sais pas si ça va marcher si François essaie de le lancer. Je vais peut-être partager le lien. Et, mais du coup, vous pensez avoir, on va dire, pas vraiment formé, mais il y a combien de participants vous pensez avoir rencontrés en fait depuis 2018? C'est parfois vous dites qu'avant le Covid, vous aviez de grands groupes lors des ateliers. Donc, vous Frigidaire. deviez estimer un peu le nombre de personnes que vous avez pu croiser. Vous diriez combien? Euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que l'année dernière, il y a eu. J'ai peur de dire une bêtise. Il y a eu 500 Intermittent. personnes dans nos ateliers et nos formations. Euh, voilà. Et après, les marathons sans mots avant le Covid, c'était entre 40 et 60 personnes qui passaient. Ça dépendait vraiment des partenaires, des thèmes, tout ça. Mais, mais ouais. Mais du coup, oui, ça doit être ça. Ça doit être 500 personnes l'année dernière. Bon, je sais que ma question elle va être un peu difficile, mais on va dire c'est toujours difficile de parler de soi-même, de ce qu'on fait, mais du coup, ça donne quand même envie de savoir un peu plus. C'est, c'est- quel, est quel est le ressenti quand même que vous pouvez observer des personnes après l'atelier, donc après les différents ateliers? Est-ce que justement, est-ce qu'ils se sentent un peu plus à l'aise, par exemple avec la langue française, par exemple? Ou alors est-ce qu'ils se sentent un peu plus en confiance? Ou bien il y a aussi l'aspect peut-être fierté aussi de créer? Bah, Yacine, tu me racontais les ateliers autour des boîtes à histoire. Et je trouvais que c'est un bon exemple, peut-être. Bah, pour moi, il y a clairement, à la fin, très souvent, il y a un sentiment de satisfaction personnelle d'avoir réussi à fabriquer et en fait, le français est une langue belle et magnifique, mais quand même un peu complexe. Et on a souvent, on fait plus ou moins, on fait plus souvent de fautes que quand on a l'occasion de se dire, bah, je sais écrire tel mot. Et en fait, à la fin des exercices, des ateliers, très souvent, en fait, on a un rendu et les gens, bah, soit repartent avec ou soit l'ont fait, peuvent le voir, le prendre en photo. Et ça change pas mal de choses. Et moi, je me rappelle, j'ai fait un atelier il n'y a pas longtemps, en décembre. C'était des gens qui apprenaient la langue, donc il y avait un niveau débutant en français. Et il y avait une personne, donc je parlais, j'expliquais l'atelier, et une personne qui avait un niveau de langue plus élevé, elle me disait, mais ça sert à rien de parler, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Et, et je lui ai dit, bah, on va quand même faire l'atelier et on va réussir, tu verras, ça va bien se passer. Et en fait, on l'a fait, et à la fin, bah, on a eu la satisfaction, ils ont eu la satisfaction de repartir avec ça, et ils ont vu que c'était possible, même avec un niveau de français faible, ils ont réussi, ils ont posé les questions, ils ont coopéré ensemble, et l'ont fabriqué. Et sans ça, bah, ils auraient peut-être pas eu l'occasion de d'avoir cette possibilité
de se dire, je sais pas je connais pas le mot, je sais pas ce que c'est que le fer à souder, je vois ce que c'est, mais je connais pas le mot. Et ben là, j'ai pu le faire, je sais ce que c'est qu'un fer à souder, je l'ai utilisé et j'ai monté quelque chose et j'ai pu utiliser du vocabulaire pour faire. Je n'ai pas triché parce que on a tous été en cours et on a tous vu que c'était très facile de tricher et de faire semblant en fait d'être assis et de passer le temps en fait. Là, quand on fait un atelier, on ne peut pas tricher. En fait, on fabrique vraiment quelque chose. Et à la fin, on est vraiment fiers. Aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez dans votre vécu aussi, mais c'est vrai que parfois dans l'apprentissage de langue, de manière générale, il y a peut-être aussi l'aspect de la confiance en soi qui peut bloquer. Donc, moi, j'ai pu l'observer parfois auprès de personnes que je peux connaître qui ne connaissent pas nécessairement le français ou qui ne maîtrisent pas toujours très bien. Et souvent, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un problème de confiance en soi. Et j'ai l'impression que vous répondez aussi beaucoup à cet aspect, en fait. Que quand la personne, justement, elle sort de chez vous, d'un côté, elle a une fierté, mais justement, j'ai l'impression que vous leur redonnez aussi de la confiance et que ça les aide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Bah, c'est ce qu'on essaie de faire, mais par rapport au français, en fait, enfin, la manière dont on prend les choses, c'est qu'on essaie de partir des langues parlées par les gens qui sont en train d'apprendre le français. Ils ont des langues familiales qui parlent. Et en fait, de leur montrer que en fait, ces langues-là, ok, c'est pas les langues du pays dans lequel elles sont, c'est pas les langues qu'elles doivent apprendre, mais c'est des langues qui sont très jolies et qu'elles peuvent partir de ça, vraiment, que ça va les aider à libérer l'expression. C'est quand même un peu une grosse partie du boulot et nous aussi faire un pas vers ces langues en parlant quelques mots ou en échangeant des mots. Au-delà de notre intérêt personnel, c'est vraiment quelque chose qui les fait aussi, qui facilite le passage vers le français en fait. Donc ça, on essaie de faire ça. Et oui, et du coup, après, forcément la confiance en soi, elle en découle en fait. En plus, c'est rigolo parce que en français, on est super mauvais en langue. Et du coup, dans les ateliers, en France, on est assez mauvais en langue. Et dans nos ateliers, parfois, on fait des ateliers qu'on co-anime avec des bénévoles de français. Et on demande aux gens qui sont en face de nous, qui sont en situation de faiblesse, entre guillemets, parce que en fait, elles sont en train d'apprendre. On leur demande les langues qu'elles parlent. Enfin, très souvent, c'est vraiment des personnes plurilingues quoi qu'on a en face de nous et tout de suite ça rééquilibre, enfin non ça nous déséquilibre nous mais il y a quelque chose là-dessus quoi. Enfin en fait ce qui est vraiment difficile c'est que ce pays il est monolingue en fait. La France on accorde peu de place aux autres langues, c'est assez écrasant de par l'histoire, la culture, tout ça. Et de repartir des autres langues, des langues parlées par les gens, ça change quand même pas mal de choses. Vous savez, j'ai une petite décroche là-dessus. Chaque territoire a ses spécificités. Et c'est vrai que François et moi, on habite en Alsace, hein. Donc on parle encore alsacien. François un peu plus que moi, mais et donc vous me faites penser quelque chose en disant ça, c'est que par exemple moi, mes parents, dont ma mère en particulier, on leur interdisait de parler l'alsacien à l'école. Ils n'avaient pas le droit. Et du coup, par exemple, moi, mes parents, et beaucoup de personnes hein, sont dans mon cas, ma mère, elle m'a jamais appris l'alsacien, justement parce qu'on leur interdisait en fait la transmission de la langue. Et donc, je suis assez d'accord avec ce que vous dites justement sur le rapport de notre pays à sa langue et parfois la difficulté de faire cohabiter d'autres langues, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays.
Est-ce que je peux intervenir? Vas-y, François. En fait, moi aussi, j'ai une anecdote. Et, c'est une anecdote marrante. En fait, moi, je suis normand d'origine et j'ai appris l'alsacien sur le tas. Et notamment, il y avait une histoire très très drôle avec mon ex-beau-père, hein, qui était boucher charcutier de formation, et un autre camarade qui était ambulancier. Et donc, on échangeait les 4 ou 5 mots. Alors, un jour, on s'est retrouvés autour d'une table et on a dépecé une bête, un cochon. Et donc, on s'est retrouvés à parler en alsacien, dans le langage médical, dans le français courant, etc., etc. Tous les mots qui décrivaient chaque bout de la bête. Et en fait, ce sont des choses qui, moi, m'ont appris à parler l'alsacien. Voilà. Donc, je sais complètement dans votre sujet. Le Euh, faire. Et du coup, voilà. Bon, désolé, on est parti dans le. Mais vu que le sujet était assez vraiment intéressant, justement, sur le rapport de la langue dans le pays, vous nous avez, vous nous avez alors. Et du coup, moi, j'ai quelques questions maintenant, quand même, pour Yacine. On n'a pas encore beaucoup entendu. Alors, en fait, Yacine, Allez, France, il y je t'écoute. a. Là, euh, quand tu t'es présenté au tout début, tu as dit que tu étais Fab Manager. Donc maintenant, va venir la question que tout le monde attend. C'est déjà, bon, qu'est-ce que c'est un Fab Manager, mais surtout, qu'est-ce que c'est un Fab Lab? Parce que, voilà, vous nous avez indiqué notamment que le Fab Lab, c'était un jeu de mots en partie autour de Fab Lab. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, de manière générale, un Fab Lab? Alors, un Fab Lab, c'est un endroit, un lieu dans lequel il y a des machines qui sont à disposition. Très souvent, c'est des machines à commande numérique, mais pas que. Donc, des découpeuses laser ou des imprimantes 3D. Mais il peut aussi y avoir des machines à coudre, des découpeuses, non, découpeuses vinyles aussi numériques. Il peut y avoir aussi du petit outillage, de l'outillage portatif. Voilà. Et en fait, quand on a dit ça, on a dit la moitié. Il y a surtout des gens qui fréquentent ce lieu et qui partagent des ressources, des connaissances et des compétences. Voilà. Et sans ça, c'est juste un atelier. Comme il en existe plein, comme il y a des ateliers de menuiserie ou que sais-je, le Fab Lab, vraiment, il offre la possibilité à toute une communauté euh, de partager des connaissances, des compétences et des savoir-faire. Voilà. Nous, Fab Lab, donc c'est un jeu de mots autour des Fab Labs, c'est deux choses différentes. Fab Lab, c'est un jeu de mots parce qu'on a un Fab Lab autour des mots, et du coup, on a utilisé le mot fable et lab, voilà, parce que c'est Et, qu'un Fab. Et un et- Fab Manager, c'est un mot un peu pompeux. En fait, c'est la personne qui s'occupe des machines, qui fait en sorte que les machines fonctionnent, que, euh, qu'elles soient bien utilisées, notamment pour la sécurité, qu'elles ne soient pas dégradées ou abîmées involontairement. Voilà. Et qui essaye de chapeauter aussi l'animation, par exemple, qui va planifier des workshops ou des ateliers. Un workshop, c'est un moment où il y a une personne qui a une compétence, par exemple, il connaît un langage de programmation particulier ou une technique de fabrication rare ou oubliée, et il va donner un workshop. Donc, c'est un espèce d'atelier dans lequel il va partager cette connaissance à des gens. Ils vont pouvoir poser des questions et aussi acquérir ce savoir. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ce qui fait le Fab Manager, quoi. Faut pas se formaliser sur le mot manager. C'est aussi parce que ça nous vient des États-Unis et ça a été inventé au MIT. Et du coup, il y a beaucoup de terminologie anglaise. Et moi, ça me pose problème parce que on dit Fab Lab, on dit aussi maker. Les personnes qui fréquentent les Fab Labs, on appelle ça des makers. Et on n'a toujours pas réussi à trouver des traductions françaises. Moi, ça me désole, mais il n'y en a pas. Visiblement, il n'y a personne qui s'y est penché. Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse un jour, mais on dit maker, quoi. Et par exemple, la traduction la plus proche, c'est souvent il y a les gens qui essayent vraiment de traduire, ils utilisent le mot bidouilleur, mais c'est très loin et c'est un peu péjoratif aussi pour certaines personnes. Moi, ça me pose pas de problème. Mais voilà, donc on a du mal à avoir de la terminologie française autour de ces mots parce que ça nous vient principalement des États-Unis. et
Donc, on revient toujours sur le sujet des langues, hein, a priori. Mais du coup, toi, tu disais, en dehors des workshops, en fait, les personnes, finalement, les personnes interagissent peu avec les machines alors? Ou comment ça se passe, ça? Si, dans les Fab Labs, en fait, si les personnes, justement, Ouais. les machines, elles sont censées être le plus à disposition pour que les gens ils puissent y accéder et fabriquer des choses. Voilà. Sauf que nous, Fab Lab, on se voit plus comme un labo. Donc en fait, on imagine des dispositifs, donc on les conçoit et on les teste auprès de publics cibles, dans le cadre d'ateliers par exemple. Et ce qu'on essaye de faire, c'est diffuser ces dispositifs en partageant par exemple les plans ou des tutoriels pour que n'importe qui puisse le fabriquer. On se voit plutôt comme un labo plutôt qu'un Fab Lab ouvert parce que pour l'instant, l'équipement qu'on a et les locaux qu'on a ne permettent pas d'être vraiment un Fab Lab vraiment ouvert. Et c'est dans le futur peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on fait, c'est plus du labo. Et justement, on a un wiki, donc c'est wiki, donc wiki.fablelab-du-6-du-milieu.com. Et en fait, là, vous avez accès à des plans, à des tutoriels, des dispositifs qu'on fabrique. Voilà, donc c'est un peu le cœur de Fab Lab, c'est de concevoir des dispositifs et de les partager. Alors, et du coup, tu peux nous redire un peu en détail parce que tu l'as évoqué un peu rapidement avant, mais tu peux nous redire un peu en détail les machines dont vous disposez au Fab Lab? Et Alors, on peut-être expliquer dispose... un peu ce que c'est quand celles qui sont un peu spécifiques. Non, pas de souci. Alors, on a une imprimante 3D. Donc, une imprimante 3D, en fait, on a des bobines, c'est dommage, j'en ai pas là, on a des bobines de filaments en plastique. Et en fait, on a une tête qu'on appelle une extrudeuse qui va chauffer le plastique, qui va le faire fondre. Et elle va le déposer grâce à des moteurs, il y a 3 moteurs. Elle va le déposer sur un plateau. Et ensuite, il y a un moteur qui va se déplacer en hauteur sur l'axe Z. Et à la fin, on aura un objet qui va être imprimé en 3D, donc en plastique. Voilà. Donc, on a une découpeuse 3D qui permet de faire ça. On a aussi une découpeuse laser. Donc, c'est un laser qui se déplace sur 2 axes et qui permet de découper notamment du contreplaqué, donc du bois. Ça peut être aussi euh, du, du bois, mais on évite d'utiliser du MDF, c'est du médium qui est dit à la sciure du bois mélangé avec de la colle. On évite d'utiliser parce que c'est pas mal toxique et c'est pas très bon pour les poumons. On peut aussi découper du plexiglas. Voilà, la découpeuse laser permet de faire ça. On a aussi un plotter, donc on appelle aussi communément une découpeuse vinyle. Donc elle permet de découper des rouleaux de vinyle. On peut aussi découper du papier et du carton. Et on l'utilise beaucoup pour faire des cartes postales ou des cartes ou tous les supports dans lesquels il peut y avoir de la découpe. Voilà. Voilà ce qu'on a Et, principalement et comme machine. On a une machine à coudre, mais on l'utilise assez peu. j'allais dire, quelle machine te manque? Si tu pouvais en choisir n'importe laquelle, ce serait laquelle? La découpeuse laser, sans hésiter. Découpeuse laser. Et là, qu'est-ce que je voulais dire? Tu avais deux, trois objets, non, que tu Oui, voulais oui, nous montrer? je peux vous les montrer. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle une molubile. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, on voit bien, je pense. Voilà. Donc, c'est un petit dispositif qui permet d'apprendre du vocabulaire. Donc, on a des petites cartes, donc, comme ça. Donc, avec des petites images. Ah, désolé. Voilà. Et en fait, on est sans avoir besoin de lire ou de savoir lire le français. Alors, je branche ça. On va pouvoir passer la carte. Alors, je vais mettre en français. Français. Ah, c'est le jeu du direct. Bon, peut-être avec une autre carte. Appartement. Voilà. Donc là, on a le mot appartement qui est prononcé. Appartement. Ah, Et en fait, génial. on a la possibilité de choisir des langues. Sur celle-ci, on a 3 langues. Donc on peut aussi écouter en amharique.
Il ne doit pas y avoir en Amérique. Peut-être en roumain. Appartement. Donc ça permet d'apprendre du vocabulaire de manière assez ludique. Et donc on fabrique ça à Fable Lab. Donc il y a plusieurs mots. En fait, en fonction des mots lubiles, c'est pas forcément les mêmes mots et les mêmes langues. Mais voilà, là, c'est autour du vocabulaire de la ville. Gare. Donc vous avez gare en roumain. En Amérique, peut-être. Amérique. Il y a pas. En fait, il y a certaines langues où on a du mal parce qu'il y a des mots qui n'existent pas ou qui sont intraduisibles. Mais il y a peut-être ça. Grocery. Voilà. C'est une traduction de l'anglais, vous allez me dire, mais je vais trouver. Supermarket. C'est aussi une traduction. Bon, j'ai pas de chance. Yedereka Aïb. Voilà, ça c'est. Yedereka Aïb. Et du coup, si je veux savoir en français, c'est quoi? Fromagerie. Fromagerie, voilà. Donc, vous connaîtrez le mot fromager en Amérique, voilà. On fabrique ça. Donc ça, vous avez toutes les ressources pour le faire. Vous avez les schémas de découpe, vous avez la liste du matériel, vous avez les images à graver. Voilà, c'est sur notre wiki, donc ça, c'est accessible publiquement. Voilà. Donc si quelqu'un veut fabriquer ça chez lui, dans un autre Fab Lab, ou créer un atelier autour de cette machine, il peut le faire. Et quand toi, tu as fait l'atelier en décembre, vous en avez créé, c'est ça, ensemble avec, En fait, c'est ça. En fait, ils l'ont conçu. En fait, ils ont fabriqué cette boîte-là en atelier. C'est une version plus petite parce que il y avait plusieurs contraintes et il fallait que les ateliers, c'était une série de 3 ateliers. Du coup, on n'avait pas beaucoup de temps parce que en parallèle, en fait, l'atelier, comment il se déroulait, ils ont choisi des mots autour d'un thème. Ils ont choisi le cinéma. Ensuite, ils ont travaillé autour de ces mots, la définition des mots, ce qu'ils veulent dire. Ensuite, ils ont écrit des histoires autour de ces mots. Donc, par exemple, actrice ou bande-annonce, ou voilà, ils ont écrit des histoires. Ensuite, ils ont été enregistrés. Et en parallèle, ils fabriquaient cette petite boîte. Et du coup, je vais vous montrer. Ils ont écrit des histoires. Par exemple, une histoire autour du mot actrice. Alia s'ennuie. Alia a vu la bande-annonce de film. Vous ne pourrez pas l'entendre, mais du coup, il va y avoir une histoire autour du mot bande-annonce. Et cette histoire a été écrite par les participants de l'atelier. Voilà. Et ils ont fabriqué cette boîte-là et ils en sont sortis, mais super satisfaits. Et même, ils m'ont demandé si on pouvait pas refaire d'autres choses parce que ça leur a vachement plu. Et on était tous fiers du coup parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. On avait 3 ateliers et découpés en moitié parce que l'autre partie faisait du travail autour de l'histoire. Mais du coup, ça s'est super bien passé, quoi. Et c'est ça qu'on a fabriqué en atelier. Voilà, donc ce que je peux vous présenter. Donc c'est la même version, mais en plus petit, en plus simple à fabriquer. Il y a un autre projet. Alors celui-ci, il est vraiment, il nous tient beaucoup à cœur à Fable Lab. C'est un projet qui s'appelle Cache Caché. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, Laurent. Ouais. Ah, mais attends, parce que alors je l'ai bien en tête, mais on va en parler un tout petit peu après, si tu veux bien. On fait un peu le. Comme ça, tu nous as bien donné envie. C'est effectivement, mais j'avais une petite transition de prévu là-dessus, donc. Du coup, tac, tac, tac. En fait, avant, tu évoquais aussi justement j'ai l'impression qu'au Fab Lab, l'aspect vraiment de partage des ressources, partage des informations, il est vraiment très important pour vous, j'ai l'impression. Vous avez fait un travail très important là-dessus. Et vous avez de projets aussi en cours. Léa, vous m'aviez expliqué un peu aussi certains aspects par rapport à ça. Oui, en fait, ça pour le coup, c'est venu un peu naturellement. Je pense aussi par le côté Fab Lab, mais on crée des ressources, mais même des ateliers. Enfin, pour nous, des ateliers, c'est un genre de ressources. Et on n'a pas, enfin,
on trouve que c'est intéressant que d'autres structures puissent les utiliser. Enfin, on sait qu'on ne gagnera pas la France entière tout seul. Et s'il y a d'autres cours de français, par exemple, qui veulent utiliser des déroulés d'ateliers ou qui veulent utiliser les plans de la Molubile que Yacine nous a montré et aller dans un Fab Lab proche de chez eux et faire ensemble leurs ressources pour mener leur propre cours, oui, c'est intéressant. Il n'y a pas d'intérêt à garder les choses pour nous. Mais, du coup, vous avez déjà réussi à justement à rentrer un peu en contact avec d'autres Fab Labs? Par exemple, Yacine, vous partagez, vous vous inscrivez un peu dans un réseau de Fab Labs en France? Vous partagez avec d'autres lieux? Justement, c'est un des sujets qu'il faudrait sur lequel il faudrait qu'on mette un peu plus de temps et de ressources. Pour l'instant, on ne le fait pas assez bien. Tout ce qu'on fait est publié et disponible, mais on communique mal autour des Fab Labs et comment il est possible de fabriquer ces choses-là dans le Fab Lab à côté de chez soi. Et justement, c'est l'une des missions sur lesquelles on veut travailler. Et l'un des projets futurs qu'on veut faire, on veut vraiment faire en sorte de cartographier les Fab Labs qui sont à côté des gens et permettre aux gens de se dire, il y a un Fab Lab à côté, vous avez toutes les ressources et vous pouvez le faire à côté de chez vous. Mais pour l'instant, on le fait mal. Mais c'est ce qu'on veut faire. Et du coup, je sens que vous en pouvez plus là, que vous avez vraiment envie de nous montrer le projet face cachée. Cache. Parce que c'est du coup là, comme tout le monde, hein, il y a maintenant à peu près 2 ans, on a été frappé donc par la pandémie du Covid. Et du coup, ça a dû être un moment assez difficile aussi quand même pour justement pour le Fab Lab, qui met quand même, j'ai l'impression vraiment le côté des interactions sociales, c'est quand même au cœur de ce que vous faites. Donc, je voulais savoir un peu justement comment vous avez géré un peu cette période je ne sais pas si on peut dire de crise, mais cette période un peu difficile. Donc, comment vous l'avez géré? Et peut-être, est-ce que justement, il y a peut-être des projets qui ont émergé sur cette base? Yacine a fabriqué des visières en mars 2020 avec l'imprimante 3D qui a tourné à plein pot déjà. Donc on a commencé par ça. Et sinon, ouais, c'était c'est super bizarre comme période. Et au début, ce qui était compliqué, c'était vraiment l'organisation, notamment de repenser tous les projets un à un. Et après, au fur et à mesure, finalement, voilà, comme tout le monde, on s'est adapté. Et par exemple, on a mené certains ateliers complètement en visio. Et ça a marché. On va pas faire ça tout le temps. Mais voilà, donc on s'est adapté, on a testé des trucs. Et c'est sûr que sur le côté élan collectif de certains ateliers, c'était difficile, mais c'est comme ça. Mais ça a fait émerger en effet un de nos projets les plus phares en ce moment, qui s'appelle donc Cache Caché. En fait, Cache Caché, c'est des itinéraires littéraires dans l'espace public. Et au départ, en fait, à l'été 2020, on devait faire des ateliers d'écriture exploratoire à l'île Saint-Denis, donc en fait parcourir du nord au sud l'île Saint-Denis et faire des ateliers d'écriture assez classiques, mais quand même dans la ville avec de l'enregistrement, tout ça, donc ça aurait été très chouette. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on s'est dit que ça allait être vraiment compliqué à mettre en place. Et donc au mois de mai, je crois, 2020, on s'est dit mais que fait-on pour remplir quand même l'objectif qui était juste de donner envie aux gens de lire et d'écrire. Et donc Cache Caché, c'est ça, c'est que on s'est dit on va faire ces itinéraires littéraires qui sont un peu un genre de chasse au trésor et qui permettaient en fait aux gens d'aller en petit comité sur les parcours
et donc en fait, il n'y avait pas trop d'interaction sociale au même moment. Mais voilà, et donc peut-être Yacine, tu peux plus raconter vraiment ce que c'est cache-caché plus largement, mais en tout cas, c'est vraiment un projet né de contraintes sanitaires et qui en fait est super, super bien. Oui, c'était ça, du coup, le problème, c'est en fait, on pouvait plus faire d'atelier parce que c'était impossible, en fait. À l'époque, il me semblait, on pouvait même pas en faire d'atelier. On pouvait pas réunir du public, je crois, à cette époque-là. Ouais, il y a des moments où c'était interdit. Ouais. Oui, c'était ça. Donc c'était interdit, donc il fallait trouver un moyen de continuer à travailler autour de l'écriture sans réunir les gens, mais en les réunissant quand même. Et du coup, ce qu'on a imaginé, c'est un parcours littéraire autour de 5 villes de la Seine-Saint-Denis. Donc il y a Saint-Ouen, Épinay, Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Stains. Donc dans chacune de ces villes, en fait, il y avait une nouvelle qu'on pouvait découvrir en visitant des caches, donc des lieux dans lesquels il y avait des petites caches, des petites boîtes. Et il y avait 4 morceaux de nouvelles cachés dans toute la ville. Et en fait, on pouvait y accéder de 2 manières. Donc l'une des manières les plus rigolotes qu'on a trouvées, c'est d'utiliser une cache comme ça. Donc en fait, c'est un format livre, d'accord ? Et en fait, on les a mis dans les boîtes à livres. Ah, génial. Donc en fait, ça permettait aux gens, il y a pas mal de gens, je suppose que tu dois peut-être en faire partie, des gens qui regardent ce qu'il y a dans les boîtes à livres. Et en fait, ils avaient l'occasion de découvrir notre projet. Donc en fait, ils ouvraient. Donc là, c'est une boîte qui a été posée à l'île Saint-Denis, donc autour du mot pagaille. Donc c'est une nouvelle autour du mot pagaille. Et en fait, quand on l'ouvre, on a les consignes et on a une ambiance sonore. Je ne sais pas si vous entendez. Ouais, un petit peu, oui. En fait, c'est le bruit d'une cour d'école. Donc c'est la pagaille. Et donc on a la nouvelle à l'intérieur qu'on peut lire. Voilà, ici. Voilà. Et on a la possibilité, donc ici on a un carnet. Je referme la boîte. Ici on a un petit carnet dans lequel on met notre nom, on peut mettre la date et on peut écrire un petit mot, une petite histoire. Et il y a des petites questions et les gens nous ont écrit des petits mots. Donc ça nous permettait de travailler autour de l'écriture sans faire rencontrer les gens. Et du coup, on a pu faire ça. Donc il y avait ces caches-là en forme de boîte à livres. Et il y avait d'autres caches qui étaient cette fois-ci cachées vraiment dans la ville, dans des squares, dans des endroits insolites, dans le feuillage, il y avait au parc du Saint-Denis, c'était dans une espèce de, je sais pas comment on peut appeler ça, dans une espèce de, c'est un lieu qu'on peut escalader avec des pierres. Et donc celui-ci, fallait vraiment vouloir le trouver. Il était vraiment caché, celui-là. Donc à la fin, donc si on avait fait les 4 caches, on avait toute la nouvelle et on connaissait toute l'histoire. Et on a un petit sticker du coup. Et si on a les 4, du coup ça symbolise bien. Là, on est sûr que la personne a vraiment fait les 4 parcours. Voilà. Et donc les caches, elles étaient aussi sur un site, je sais pas si tu connais Laurent, qui s'appelle Geocaching. Et c'est un site qui est pas mal populaire, c'est une application. Et il y a des caches dans le monde entier. Et des gens laissent des mots ou des objets. Voilà. Donc on a aussi référencé nos caches sur Cache Caching. Donc ça nous a permis aussi de communiquer autour et d'avoir des gens aussi de la communauté géocaching qui ont pu découvrir le projet et faire une partie du parcours. Voilà. Donc il y avait les gens qui ont découvert le projet par l'affichage qu'il y avait dans la ville, les gens qui regardent les boîtes à livres et les gens qui utilisent Géocache. Voilà. Donc on avait 3 communautés qui ont pu découvrir le projet. Et voilà ce qu'on a fait principalement autour de Cache Caché. Et du coup, c'était là on a fait 2 éditions, on va en refaire une 3e cet été. Voilà, cet été. C'est un chouette projet. Comme quoi, de certaines crises, il y a beaucoup d'innovations qui peuvent venir. Oui. J'ai quand même un peu curieux. Là, c'est une question pour Léa. Parce que du coup, on a beaucoup parlé du projet, on va dire, du lieu historique du Fab Lab, donc à l'île Saint-Denis.
Mais du coup, vous avez ouvert récemment un autre lieu, donc en Haute-Loire, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et le, Euh, vous on pouvez l'a. nous, Oui, pardon. ouais, vous pouvez nous rappeler le nom du village? Chavagnac-Lafayette, qui est le village D'accord, de naissance de Lafayette. d'accord. C'est perdu au fin fond de la Haute-Loire et enfin, moi, je suis originaire de là-bas. Donc, Ok. c'est pas tout à fait un hasard qu'on se soit posé là-bas. Mais du coup, depuis le début de l'association, on avait créé un peu des liens par mon intermédiaire avec des structures là-bas. Et en fait, on s'est dit, bah, pourquoi ne pas aller plus loin? Parce qu'en fait, on a identifié des besoins aussi. C'est totalement à l'opposé de la Seine-Saint-Denis. C'est très rural. Enfin, il y a pas beaucoup d'habitants. Mais en fait, ils ont aussi il y a plein d'enjeux qui sont similaires finalement. Et aussi, par exemple, par rapport à l'apprentissage du français, c'est une question plus récente parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui parlent pas français sur le département. Et en fait, les structures savent pas trop, pas toujours comment gérer. Enfin, c'est bien moins équipé et outillé qu'en Seine-Saint-Denis, par exemple. Donc on a des choses à faire là-bas et Yacine l'a dit à plusieurs reprises, on a un gros enjeu de place, enfin de manque de place à l'île Saint-Denis dans nos bureaux et du coup aussi aller à Chavagnac, c'était l'opportunité d'avoir plus de place donc pour nos machines, tout ça. Et donc voilà, d'avoir aussi des perspectives. Si un jour on devait ouvrir un Fab Lab plus ouvert, comme Yacine le présentait, bah, ça pourrait être l'occasion aussi de le faire là-bas. Enfin, ce serait plus envisageable, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert cette deuxième antenne. Ok. Mais du coup, qui travaille finalement pas mal aussi sur la problématique des langues, alors, au final. En fait, ce qu'on aimerait faire, là, on est vraiment aux prémices bah, du développement de cette autre antenne. Mais ce qu'on aimerait faire, c'est de vraiment arriver à lier les projets qu'on fait en Seine-Saint-Denis et en Haute-Loire. Donc on va voir. On pense qu'il y aura d'autres sujets qui vont émerger, qui seront vraiment propres bah, au terrain. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on va faire plein de parcours cache-cachés en Île-de-France cet été, mais on aimerait bien en tester aussi là-bas, en Haute-Loire et à une plus petite échelle pour commencer. Mais voilà, d'arriver à lier les projets, on pense que c'est intéressant. Et vous avez, du coup, il y a une équipe dédiée là-bas? Bah, y a moi on verra après. On peut circuler assez facilement entre les deux endroits. Ouais, c'est Euh, pas trop loin. Si c'est un peu loin, mais disons qu'au moins il y a de la place et on peut aller travailler là-bas, quoi. Donc et puis après on peut aussi développer une équipe en local. C'est quelque chose qui est envisagé. Après là on avance petit à petit, mais l'idée c'est que oui je sois pas toute seule en Haute-Loire. D'accord. Et, et du coup, vous avez d'autres projets encore de développement, en fait? Vous avez le projet d'ouvrir d'autres Fab Labs à travers la France? Bah, à long terme, ce serait intéressant parce qu'il y a il y a vraiment des particularités propres à chaque coin. Par exemple, nous, on ne travaille pas du tout sur l'illettrisme, mais le département, dans le Nord, c'est un vrai sujet, un gros enjeu. Et donc, pourquoi pas, en fait, ouvrir d'autres antennes sur des sujets plus spécifiques. Euh, Ça, c'est quelque chose qu'on pense à très long terme. Euh, et oui, c'est une possibilité, ouais. Parce que, est-ce qu'on pourrait même imaginer, par exemple, un département ou une région
ou même des bénévoles qui vous approchent en vous disant: «Ah, on a découvert votre projet, à travers l'émission d'Aniteranote évidemment. On a découvert votre projet et en fait, ça nous dirait bien d'en monter un, finalement de monter un Fab Lab. Ce serait quelque chose de possible, je veux dire, dans la manière dont vous concevez le projet. Finalement, avec l'ensemble des ressources libres, ce serait pas si compliqué que ça au final. Ouais, ce serait pas si compliqué. En fait, bon, c'est pareil, hein, on commence à toucher du doigt cette question-là de l'essaimage, mais ce qu'on envisage un peu, c'est qu'il y aurait deux modalités. Ce serait justement sur des territoires où vraiment il y a des enjeux différents, des problématiques différentes qu'on n'a pas, nous, encore travaillé. Là, ce serait intéressant de pouvoir travailler, enfin, ouvrir une antenne en propre. Mais en effet, s'il y a des gens qui sont confrontés à des questions pour lesquelles nous, on a répondu par des dispositifs, par la création d'ateliers, de machines, tout ça, bah oui, bien sûr, ce serait intéressant de les accompagner là-dessus. Après, ce serait nouveau pour nous, mais oui. Ok. Ben, écoutez, moi on va finir un tout petit peu plus vite que ce qu'on avait prévu initialement, mais on a abordé les principaux points justement qu'on s'était dit. Et du coup, déjà, merci beaucoup hein, pour la présentation du lieu. Parce que là, bah, donc vraiment, on est tombé vraiment amoureux de votre projet. On est vraiment bien, c'est vraiment très singulier. Donc bravo à vous deux et bravo au reste de l'équipe du Fab Lab. Et ouais, c'est assez impressionnant la manière dont vous êtes arrivé voilà, à combiner les différents aspects, et surtout avec beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et donc voilà, nous, ça nous a fait vraiment très plaisir de pouvoir aussi à notre petite échelle, d'arriver à vous faire un peu connaître. Voilà, en espérant voilà, que ça contribuera peut-être à vous ramener des personnes. Et voilà, je ne sais pas si vous aviez deux, trois petits points peut-être qui vous tenaient à cœur que j'aurais peut-être oublié d'aborder. Peut-être autour des wikis notamment, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'aspect wiki. Je ne sais pas, Yacine ou Léa, si vous aviez encore. Il nous reste encore 10 minutes s'il faut. Si vous aviez encore envie de parler justement de la manière dont vous faisiez les wikis, la manière de structurer l'information, ou pas. Bah, en fait, oui, j'ai beaucoup parlé de la base de données, mais pas beaucoup du wiki. Donc, en fait, le wiki, c'est plus, c'est comment reproduire ce qu'on fait ou ce qu'on fabrique. Donc, il y a les projets sur lesquels on travaille et où vous aurez accès au plan, au programme, s'il y a un programme, si c'est de l'électronique, aux images, aux étapes de fabrication. Donc, vous pourrez refabriquer ça chez vous ou dans un Fab Lab. Donc c'est à ça que ça sert le wiki. Je ne sais pas quoi rajouter de plus, mais Mais je sais que... Oui. c'est toi qui l'a créé en fait, le wiki? C'est toi qui le gères aussi? Non, c'est toute l'équipe. Pour l'instant, il y a principalement les dispositifs électroniques qu'on fabrique à Fab Lab, mais il peut y avoir aussi autre chose. Voilà. Mais moi, je m'occupe pas, je suis même la base de données, juste je programme le site, mais je suis pas tout seul à travailler dessus. On travaille tous dessus pour mettre les données sur le graphisme. C'est un travail d'équipe. Ok. Et comme sur d'autres wikis, on a. Par exemple, si je souhaitais apporter une modification, je pourrais. Alors, tu as la possibilité de te créer un compte. Et il y a une partie, nous on a une partie administrative pour faire en sorte que il y a quand même des enjeux à faire en sorte qu'on n'a pas n'importe quoi qui soit publié parce que
c'est au nom de l'association. Donc, si c'est toi, Laurent, on va te donner les droits pour mettre des tutos. Tu Ça, sais ça pas, passe pas. hein. Tu vas peut-être le regretter. J'espère pas. Et, Mais pour l'instant, c'est vraiment nous qui publions, mais n'importe qui peut se créer un compte. Et s'il a envie de partager, voilà, il nous envoie un mail et ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème. Et vraiment, la base de données partagée, elle est vraiment réfléchie pour que les gens puissent nous envoyer des ressources et qu'on puisse les agréger et les partager. Voilà. alors, j'ai du mal à retenir le nom de la langue. Parce que j'avais regardé, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques langues qui sont un peu plus présentes que d'autres sur les. Et en particulier la langue qui vient d'Éthiopie. Alors, vous pouvez me la rappeler? La- C'est Amharique. la marée. Amérique. J'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de ressources dans cette langue, du coup. Oui, alors ça s'explique, les langues, elles s'expliquent par les gens qui viennent aux ateliers, et donc ça, c'est souvent des langues un peu ponctuelles, mais aussi par notre équipe et nos bénévoles. Et donc l'amharique, c'est parce qu'une de nos collègues est éthiopienne, et du coup, ben, c'est sa langue, donc elle nous traduit plein de choses, et c'est Ok. trop bien. Et on apprend un petit peu l'amharique. Et c'est une langue qui s'écrit aussi alors ou... Ok. Ouais, il y a un incroyable alphabet. C'est parlé dans plusieurs pays, en fait. Il y a pas mal de locuteurs en Amérique. Et après, on a aussi, par exemple, beaucoup de Roumains parce que notre ancienne présidente, bah, pareil, sa langue maternelle, c'était le roumain. Donc, elle nous a traduit plein de choses. C'est C'est chouette. pour ça, Laurent, si Ah. tu veux traduire des trucs en alsacien, on serait trop content. Ouais, bon. Je parlais une autre langue aussi, mais d'où il me parlait, c'est un grand mot. Mais... Non, moi, je connais quelques mots par exemple, dans une langue de Côte d'Ivoire hein, qui s'appelle le Mbato. Et par exemple, cette langue, elle est que orale. Donc, elle n'existe pas. Donc, il n'y a pas d'alphabet. Et du coup, je trouve que c'est assez dur d'apprendre une langue sans support écrit, en fait. Et bon, ça dépend peut-être des personnes, mais j'avoue que Mais j'ai un peu. du, C'est pas faute d'essayer, mais bon. mais du coup, c'est pour ça que la base de données partagée et les dispositifs par exemple, la Moulubile, elle est pas mal là-dessus parce que on peut mettre des Ouais. enregistrements parce que c'est des langues qui ne s'écrivent pas. Donc, c'est pour ça que ça a un intérêt. Ouais, Notamment justement, pour ça. c'est chouette, quoi. On voit bien, on associe bien comme ça l'image avec le mot. Ok. Et toi, Yacine, t'as appris quelle langue alors la marée aussi ou... Bah, je connais 3 mots pour l'instant, on m'a appris 3 Ah. mots. Mais non, je, je- j'ai pas appris beaucoup de langues. Mais pour revenir à ce qu'avait dit, c'était François, quand il parlait de son anecdote, parce que j'ai pas rebondi tout de suite, mais autour de l'alsacien. Et le fait est qu'en France, on est habitué à parler une seule langue. Moi, je me rappelle quand je suis allé, la première fois que je suis allé au Maroc, quand j'étais petit, je suis allé à 6 ans, et j'ai parlé à une personne qui travaillait dans le bateau, parce qu'on prend le bateau pour traverser de l'Espagne. Et j'ai parlé en berbère, parce que moi, mes parents m'ont appris le berbère. Et je pensais naïvement que tout le monde parlait berbère. Parce que en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Et elle me répond, elle ne comprenait pas ce que je lui disais. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. Moi, j'ai dit, c'est la langue. Et du coup, c'est là que j'ai appris que non, dans un pays, on ne parle pas tous la même langue. Et je, je l'ai appris. Pour rebondir sur l'anecdote de François. Ben, c'est vrai que c'est souvent lié à l'histoire de la France, la place du français. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce qu'il y a il y a énormément de régions qui avaient aussi leur langue locale, en Bretagne, dans le sud, ouais, Et vous savez, ce qu'on sait rarement aussi, par exemple en Alsace, il y a beaucoup d'Alsaciens. Il n'y a pas une seule langue alsacienne. Il y en a déjà de base deux qui sont très très différentes. Donc il y a un qui est plus
le welsh, qui est plus inspiré de langue romaine, donc plus proche finalement du français, et d'autres langues qui sont beaucoup plus l'alsacien le plus connu, qui est lié voilà, plus proche de l'Allemagne, de l'alamanique. Et même entre les Alsaciens, les Alsaciens alamaniques, il y a des accents ou des manières de dire tellement différentes que les personnes qui habitent le nord de l'Alsace, par exemple, ne comprennent pas nécessairement les personnes qui parlent l'alsacien du sud. Tellement les langues sont en fait différentes. Pour la petite anecdote. Euh, C'est et, passionnant, le sujet des langues. ouais. Donc, moi, ça me fait aussi penser au créole, parce que c'est vrai que le créole aussi, finalement, est né aussi d'un mélange justement de différentes langues, où les langues, elles évoluent, elles vivent, et voilà. Et c'est une chance, je pense qu'on est tous d'accord ici que c'est une chance d'avoir plein de langues parlées qui enrichissent notre langage commun. Voilà. Oui. Ouais. Et Du oui, il y a juste un truc qu'on voulait dire aussi enfin, pas pour conclure, mais si pourquoi pas. C'est que du coup, par rapport à Cache Caché, ce qu'on va faire cet été, le parcours, les itinéraires littéraires dans la ville, du coup, les nouvelles dont parlait Yacine, qui sont cachées, dispersées dans la ville, elles sont écrites par des auteurs et des autrices. Et dans les semaines ou les mois à venir, on va lancer un petit appel à auteurs ou autrices. Donc si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens, ce serait chouette. Et si vous voulez relayer plus Ouais, tard. dites-le nous, faites-nous un petit coucou sur Twitter, hein, et on vous relaiera avec plaisir. Je pense qu'il y aura certainement 2-3 volontaires. Bah, du coup, je vous remercie à nouveau. Et voilà, bah, merci beaucoup voilà, d'avoir accepté notre invitation. Et bah, voilà. Bah, merci beaucoup. On était très contents et très contents d'avoir aussi découvert votre association. Il faudra que vous fassiez un Twitch sur vous un jour. Peut-être. Voilà. Et du coup, bah, on remercie aussi les personnes qui nous ont regardés. Merci eux pour vos petits coucous. Donc désolé hein, si parfois il y a eu un peu de temps de latence. Et du coup, on mettra, si vous êtes d'accord, du coup, Yacine et Léa, on enverra la vidéo, et on mettra certainement la vidéo sur YouTube. Comme ça, si vous n'avez pas pu suivre totalement en entier, au moins des parties que vous avez manquées seront disponibles là sur YouTube. Voilà. Je crois Donc, qu'on du on coup, avait une question ouais. de Movie Ah, Arm, mais c'est François, parce que moi je vois pas le chat tout à fait. Qu'est-ce qu'il demandait? est-ce qu'on faisait des choses pour le printemps des poètes? Je ne Ah connais oui. pas le poète, mais je pense que non, Léa. Je sais pas si tu connais. Non, mais on pourrait. C'était juste pour lui répondre. D'accord. Ça marche. Bah, merci beaucoup, Laurent. Bah, merci à vous deux. C'est un plaisir. Ok. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous Au deux. revoir.